Lorsque les visiteurs du Louvre vont entrer dans le Salon Carré et la Grande Galerie, ils vont découvrir un accrochage qui est tout à fait exceptionnel, puisqu'on a mêlé les collections italiennes du Louvre avec les prêts qui ont été consentis par le musée de Capodimonte et le musée napolitain de Capodimonte. Donc c'est une vision inédite de la Grande Galerie que les visiteurs habitués du Louvre ou ceux qui viennent pour la première fois au Louvre vont découvrir dans cet espace qui est le cœur du Louvre. Et ce qu'il faut voir, c'est que le cœur du Louvre est consacré à la peinture italienne. Le projet est né du musée de Capodimonte qui ferme pour travaux et donc qui est venu voir le Louvre et a proposé au Louvre de faire un choix parmi les œuvres qui pouvaient voyager. Lorsque Laurence Descartes, la présidente du musée, m'a fait part de cette proposition du musée de Capodimonte, et à ce moment-là, je lui ai dit « on ne va pas faire chef-d'œuvre de Capodimonte » comme dans les années 70, une exposition un petit peu banale. Et donc j'ai proposé qu'on mêle les deux collections parce que d'une part, ça permettait d'établir un vrai dialogue entre le musée de Capodimonte et le musée du Louvre, et donc de donner une idée de ce que pouvait être au fond un patrimoine européen au sein de cette Europe avec ces deux pays qui sont parmi les plus riches en termes patrimoniaux d'Europe. Et puis d'autre part, c'était aussi intéressant pour nous parce que ça nous permet de porter un regard critique sur la collection italienne, donc de mettre en évidence ses faiblesses. Donc on a un certain nombre d'œuvres qui viennent combler des manques du Louvre, même si la collection du Louvre est l'une des plus riches du monde, sinon la plus riche du monde. Et puis, mais aussi, certaines œuvres viennent renforcer nos points forts. Et donc, cela nous permet d'avoir une réflexion sur, non seulement sur ce qu'est la collection, le profil de cette collection, mais aussi sur la façon dont on la présente au public ici dans la Grande Galerie. La collection de peinture italienne du Louvre est l'une des plus riches au monde et des plus complètes. Elle présente à peu près tous les foyers italiens, enfin Florence, Venise, Rome, Naples. Il se trouve que la collection de Capodimonte est aussi, en raison de l'histoire de cette collection, de la collection Farnèse en particulier, qui n'est pas née à Naples, mais qui est née entre Ferrare, Piacenza et Rome. Et donc, d'une certaine manière, la collection de Capodimonte est complémentaire de celle du Louvre. La collection du Louvre a beau être très riche, elle présente un certain, et en particulier en peinture florentine, elle présente un certain nombre de manques. Et l'un des grands manques que le Louvre n'a jamais réussi à combler par des acquisitions, c'est un artiste comme Masaccio, un artiste de la première moitié du XVe siècle, qui fait une sorte de transition entre une proto-renaissance qu'on va trouver autour de Cimabue, autour de Giotto, et disons le grand moment de la renaissance florentine, toscane, entre Florence et Pise. Il se trouve que donc le musée de Capodimonte possède un grand chef-d'œuvre de cet artiste, de Masaccio, qui est cette crucifixion, qui est extrêmement intéressante. C'est la partie sommitale d'un retable pour une église de Pise, et c'est une peinture qui est vraiment entre deux mondes. On a un fond d'or, donc qui est encore une forme d'archaïsme. On est dans les années 1426-1427, mais ce qu'on découvre de tout à fait nouveau ici, ce sont ces premières expérimentations de perspective. Ce tableau, donc étant sur la partie sommitale, on a au niveau du Christ, on a ce Christ qui a la tête dans les épaules parce qu'il était destiné à être vu depuis en bas. Donc dans une perspective qu'on dit da sotto in su, depuis en bas vers le haut. Donc on voit ici qu'on a l'artiste qui tente de rendre cet effet de perspective qu'on redécouvrait au même moment, et puis aussi un dramatisme tout à fait nouveau dans l'expression des passions, avec la Vierge à gauche, avec la Madeleine qui tend les bras dans un geste de douleur extrêmement dramatique et qui introduit là cet élément aussi nouveau dans la peinture de la première moitié du XVe siècle en Toscane.
Alors, lorsque nous avons fait le choix des œuvres qui pourraient être prêtées à Capodimonte, il y en avait une que nous voulions absolument, qui est cette transfiguration de Bellini. On souhaitait la présenter ici au Louvre pour différentes raisons. L'une des raisons était que si la collection du Louvre est très riche en œuvres de Mantegna, qui est le beau-frère de Giovanni Bellini, la collection du Louvre est relativement pauvre en œuvres de Giovanni Bellini. Mais surtout, c'est qu'il s'agit d'un immense chef-d'œuvre de Giovanni Bellini, probablement l'une de ses plus belles œuvres avec le Saint-François conservé à la Frick Collection de New York. C'est vraiment une œuvre de la maturité, on est dans les années 1470-1475. On peut le savoir parce que sur les petits cartels que tiennent Moïse et Élie, la date est inscrite en écriture hébraïque et donc en faisant la conversion, on arrive à ces dates-là. On a ici une œuvre qui est parfaitement équilibrée dans le rapport entre la nature, les figures, l'élément divin avec cette qualité exceptionnelle de la lumière qui irradie du vêtement blanc du Christ, l'élément humain. On a aussi un paysage ici qui représente la terre ferme, l'arrière-pays vénitien, avec des hommes qui s'activent ici dans des occupations qui sont des occupations agricoles, donc des occupations de tous les jours. Donc le lien entre le divin et le quotidien est ici parfaitement équilibré. On a aussi un rapport avec cet arrière-pays et en particulier avec Ravenne, puisqu'un certain nombre des monuments qui sont figurés à l'arrière-plan sont des monuments de cette ville qui se trouve un petit peu plus à l'est, qui est cette ville de Ravenne, et aussi ce rapport tout à fait particulier avec le spectateur, avec cette espèce de fosse au premier plan, ces rochers et une très grande précision dans le rendu des plantes qu'on a ici, qui est probablement inspiré par l'art du Nord. Venise, dont Giovanni Bellini était originaire, étant un des points d'entrée via en particulier la gravure du réalisme nordique. Donc ici, un tableau parfaitement équilibré, un tableau de la maturité de Giovanni Bellini. Bellini a été pendant très longtemps influencé par l'art de son beau-frère, donc Mantegna, donc un art très graphique, un petit peu dur. On a une autre transfiguration qui se trouve à Venise au musée Correr, antérieure et qui est beaucoup plus graphique, et donc il est très intéressant ici au musée du Louvre de comparer cette œuvre non seulement avec notre Christ bénissant, avec ce rapport aussi de couleurs, ce rapport des blancs, des bleus du ciel, mais aussi de comparer cette œuvre de Bellini avec les œuvres de Mantegna qui sont présentées dans la travée précédente. Si dans ce projet Naples-Paris, on a voulu combler provisoirement un certain nombre de manques des collections du Louvre, il y a d'autres moments où on a voulu mettre en évidence le fait que lorsque deux collections aussi importantes européennes, aussi importantes que celle du Louvre et celle de Capodimonte en matière de peinture italienne se mettaient ensemble, on pouvait avoir des réunions tout à fait exceptionnelles. Nous sommes ici dans la tribune de la Grande Galerie, donc c'est le centre de la Grande Galerie, l'espace le plus prestigieux, celui dans lequel nous présentons habituellement un certain nombre d'œuvres de Raphaël, en particulier toujours présenter le portrait de Balthazar Castiglione. Dans cet espace,
nous avons fait dialoguer les collections du Louvre avec celles de Capodimonte autour de deux grands thèmes si importants pour la Renaissance, le nu d'un côté et le portrait de l'autre. En matière de nu, nous avons l'extraordinaire Danaé de Titien qui a été peinte pour le cardinal Farnèse, donc une peinture érotique. Probablement le modèle était la maîtresse du cardinal Farnèse. On a aussi Titien qui est là aussi au sommet de ses moyens et qui essaye de rivaliser à la fois avec la statuaire antique et avec l'art de Michel-Ange en y ajoutant la couleur vénitienne. Et nous avons créé dans la tribune des face-à-face entre la Danaé de Titien et, juste en face, ce qu'on appelle le Sommeil d'Antiope de Corrège, l'un des plus beaux nus de la Renaissance. L'art du portrait est encore plus, je dirais peut-être encore plus, admirablement représenté pendant cette exposition Naples à Paris, avec nos chefs-d'œuvre de Raphaël, le Balthazar Castiglione, l'autoportrait avec un ami, qui sont ici accrochés face à deux des plus grands portraits de la Renaissance, qui sont l'œuvre de Parmigianino de Parmesan, artiste quasiment absent des collections de peinture du Louvre, et dont Capodimonte possède deux des plus grands portraits, le portrait de Galeazzo Sanvitale et cette mystérieuse Antea qui fait l'affiche de l'exposition. Pourquoi Capodimonte est si riche en peinture de Parmesan? Parce qu'une partie de la collection Farnèse a été formée à Parme, dont Parmigianino, dont Parmesan était originaire. Donc entre les œuvres de Raphaël, les œuvres de Parmesan, mais aussi les œuvres de Rosso prestées par le musée de Capodimonte, l'homme aux gants de Titien des collections du Louvre, le pseudo-portrait de Gaston de Foix par Savoldo qui est dans la salle des États, le portrait du pape par Sebastiano del Piombo, nous avons ici l'une des plus extraordinaires réunions de portraits peints en Italie entre Rome, Venise, Parme, autour des années 1515-1535. Le portrait évidemment d'Antea, on ne sait pas, différentes hypothèses ont été émises sur le modèle. On ne sait pas exactement qui c'est, mais on voit qu'on a une œuvre extrêmement hiératique, assez mystérieuse dans ce contraste, dans cette polarité, je dirais, entre cette très jeune femme et ce visage extrêmement fermé, dans le rapport aussi entre cette pureté de cette jeune femme et l'animal avec l'écrou acéré qui lui sert d'étole. Sur le costume aussi, il a été beaucoup disserté. De toute évidence, il s'agit d'un costume aristocratique. S'agit-il d'un portrait de mariage comme ça a pu être avancé? Nous n'en savons rien, mais nous avons ici l'une des œuvres les plus extraordinaires et les plus ambitieuses aussi d'un portrait à la Renaissance, ce portrait de Parmesan. Nous sommes ici devant l'un des grands chefs-d'œuvre conservés au musée de Capodimonte, qui est une œuvre de Caravage, une flagellation de Caravage, qui n'appartient ni à la collection Farnèse, ni au Bourbon, qui est une œuvre qui a été transférée de l'église de San Domenico Maggiore au musée de Capodimonte dans les années 50. Alors il s'agit d'un important tableau de Caravage, Caravage qui a fui 2 fois à Naples, et un tableau qui représente une flagellation, mais qui en réalité condense différents éléments de cet épisode. On a ici une sorte de résumé de l'art de Caravage, le naturalisme qui va être extrêmement important pour la peinture à Naples à la suite du passage de Caravage, la question du
clair-obscur et du rôle que peut jouer la lumière dans l'intensité dramatique d'un épisode, et puis aussi toute une réflexion autour du corps humain et du nu, ici le Christ. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas exposé cette peinture à côté de nos propres Caravages. Le Louvre possède 3 Caravages, dont un immense chef-d'œuvre qui est la mort de la Vierge, qui a été peinte une année avant ce tableau-là à Rome, mais dans le dialogue que nous avons voulu créer avec les œuvres ici de Capodimonte, nous l'avons accroché à proximité d'œuvres du maniérisme tardif et d'un maniérisme florentin qui permettait pour le public de mettre en évidence, si vous voulez, la rupture introduite par la révolution caravagesque, avec ces 3 éléments que j'ai évoqués précédemment, le clair-obscur, le naturalisme et une nouvelle réflexion sur le corps humain. Et ici, le tableau voisine avec une œuvre de Salviati. La venue au Louvre du chef-d'œuvre de Caravage permet aussi, pour l'œuvre de Caravage, dans la Grande Galerie désormais, de présenter presque toutes les grandes étapes de la carrière de l'artiste, puisque nous avons 2 tableaux romains, la Diseuse de Bonaventure et la mort de la Vierge, un tableau maltais avec le portrait d'Arnulf de Vignacourt, et ici, provisoirement, avec le tableau de Capodimonte, une œuvre napolitaine. Donc, à certains moments, la réunion des œuvres du Louvre avec les œuvres de Capodimonte non seulement nous permettent de proposer un regard nouveau en matière d'histoire de l'art, enfin une réflexion nouvelle pour le public, mais aussi de compléter la présentation de la production d'un certain nombre d'artistes. L'un des clous de l'invitation faite par le Louvre au musée de Capodimonte, c'est évidemment la présence très importante de peintures napolitaine faite à Naples, ici dans la Grande Galerie. Le plus grand des artistes napolitains, entre guillemets on dira, c'est Giuseppe Ribera, dont nous avons un des chefs-d'œuvre absolus, Apollon et Marsyas, derrière nous, qui est un peintre originaire d'Espagne en réalité, étant donné les liens très étroit entre le royaume de Naples et l'Espagne. Ce peintre au musée du Louvre est traditionnellement présenté du côté de la peinture espagnole. Or, il a été essentiellement actif à Naples et donc nous le présentons ici dans la Grande Galerie, ce qui nous permet aussi de proposer une réflexion sur la façon dont nous présentons au Louvre la peinture italienne. Depuis François Ier, Louis XIV, on a une présentation, un goût, je dirais, entre guillemets, français pour une certaine peinture italienne qui privilégie une ligne classique qui commence à Raphaël, puis passe par Carrache, Guido Reni. Louis XIV en particulier a été un très grand collectionneur d'œuvres de Carrache et de Guido Reni. Et d'une certaine manière, nous avons continué dans cette grande galerie à privilégier cette veine-là, et on peut se demander aussi si des œuvres beaucoup plus naturalistes, beaucoup plus expressionnistes, comme celle de Ribera, ne se trouvent pas présentées du côté de l'Espagne parce qu'elles viennent interrompre, enfin introduire un élément de rupture dans cette ligne classicisante. Donc dans l'exposition Naples à Paris, nous avons
rétabli un petit peu d'équilibre sur les foyers de la péninsule italienne en présentant Ribera dans la Grande Galerie. L'œuvre Apollon et Marsyas est donc un très grand chef-d'œuvre qui résume à la fois les qualités exceptionnelles de l'art de Ribera comme grand héritier de la leçon caravagesque. Ici à Naples, nous avons Apollon qui va écorcher Marsyas. Là, on a toutes les grandes caractéristiques de l'art de Ribera, c'est-à-dire ce naturalisme jusqu'à l'expressionnisme. On le voit dans le visage de Marsyas, bouche ouverte, qui renvoie à un certain nombre d'œuvres de Caravage, notamment Judith et Holoferne, dans cette matière assez ample et dans ce goût pour le clair-obscur, dans ce goût pour l'expressionnisme, notamment des figures très étranges qui arrivent au deuxième plan, qui sont traitées dans un camailleux de gris-brun, donc des choses un petit peu terreuses, étranges. Donc une œuvre à la fois terrible, expressionniste, en même temps extrêmement équilibrée et qui, ici, est en dialogue avec la beauté des œuvres de Guido Reni qui joue sur une autre forme d'équilibre. Chez Guido Reni, on va jouer sur l'équilibre de la grâce, équilibre des mouvements, coloris extrêmement raffinés. Ici, on a une œuvre très équilibrée, mais un équilibre qui repose presque sur son contraire, c'est-à-dire l'expressionnisme, le drame, le clair-obscur, les ombres, la lumière et des polarités qui se résolvent en fait dans la peinture. Dans le désir que nous avions dans l'exposition Naples à Paris de promouvoir la peinture napolitaine du Seicento, c'est-à-dire du XVIIe siècle, nous voulions aller au-delà des très grands chefs-d'œuvre très connus de Caravage, de Ribera et présenter des œuvres aussi un petit peu plus rares mais tout aussi exceptionnelles, comme cette Sainte Agathe de Francesco Guarino, qui est une œuvre qui était conservée dans l'appartement du prieur d'un des plus beaux lieux de Naples, qui est la Chartreuse de San Martino, qui se trouve sur une colline et qui domine la ville de Naples. On a ici une représentation de Sainte Agathe dont le supplice a été d'avoir eu les seins tranchés, et on a ici un autre aspect de la peinture napolitaine qui est la noblesse. Nous avons vu avec Ribera la violence, l'expressionnisme. Ici, on a une Sainte Agathe qui prend les traits d'une très jeune femme et avec une gamme chromatique extrêmement raffinée, limitée à des bruns, des roses, des rouges, des attitudes extrêmement nobles. On n'a pas ici une sainte qui exhibe le supplice, mais au contraire qui l'a accepté et qui le cache d'une certaine manière. Le regard du spectateur est d'abord attiré par ce visage pâle, les yeux légèrement rougis, et puis petit à petit il descend et découvre ces quelques taches de sang que la sainte ici essaye de cacher. Donc une œuvre qui est à la fois extrêmement intense dans le message religieux qui est transmis et qui joue au contraire sur une forme de retenue et d'extrême élégance qui est un des autres aspects de la création picturale dans le foyer napolitain au XVIIe siècle.
Nous sommes dans la salle de la chapelle, donc au premier étage du pavillon de l'horloge, dans une exposition qui est dédiée à l'histoire des collections du musée de Capodimonte. Le but de l'exposition, c'était vraiment de rendre hommage à la diversité des collections de Capodimonte, des objets d'art, des peintures, de la porcelaine, des sculptures, et donc de rendre hommage à leur diversité, à leur ampleur, et donner une idée de cette longue histoire depuis les Farnèse jusqu'à aujourd'hui. Les collections de Capodimonte sont particulières aussi parce qu'elles sont abritées dans un écrin qui est absolument magnifique, plein de poésie, qui est cette colline, Capodimonte, qui domine la baie de Naples. Leur histoire, en fait, est intimement liée à ce palais royal, la Reggia de Capodimonte, construit par Charles de Bourbon pour abriter notamment ces collections au moment où Charles de Bourbon monte sur le trône de Naples au XVIIIe siècle. Alors nous sommes là devant trois œuvres très importantes du milieu du XVIe siècle qui rendent hommage et qui représentent surtout ce pape collectionneur Paul III Farnèse. Vous avez d'abord le portrait de Titien ici, qui est donc le portrait du pape Paul III tête nue, qui tient donc dans la main sa bourse et qui donc nous regarde avec ce regard acéré d'une grande autorité, d'une grande intelligence. On voit tout le talent de portraitiste de Titien, qui rend la personnalité forte et assez redoutable de ce pape, qui était non seulement un grand mécène, un grand collectionneur, mais véritablement un homme politique et qui a donné toute sa stature à la famille Farnèse. On voit aussi le talent du pinceau de Titien, avec la manière dont il fait vibrer dans la lumière la mosette, c'est-à-dire la petite cape rouge que porte le pape. Et vous voyez tous les effets sur le velours de la mosette, les effets aussi de lumière sur le blanc de sa tunique et la manière aussi incroyablement précise avec laquelle Titien a rendu les poils de la barbe, de l'épaisse barbe du vieux pape qui est certes âgé mais encore effectivement très présent, très autoritaire. Un détail qui est souvent commenté et qui est vraiment passionnant quand on regarde ce tableau, c'est cette main, cette longue main magnifiquement peinte, donc la main droite du pape, magnifiquement peinte par Titien, qui est posée donc sur sa bourse. Alors que signifie ce geste de la part d'un homme d'église qui est censé faire vœu de pauvreté? En fait, c'est un message politique aussi. C'est une manière de rappeler à tout le monde qu'il a le pouvoir de pouvoir distribuer les bénéfices ecclésiastiques et que donc il a aussi effectivement ce pouvoir économique et politique qui tient donc à la richesse de sa famille. À côté du portrait de Titien, vous avez le buste de Della Porta. Alors ces œuvres sont présentées ensemble à Capodimonte. Le buste Della Porta qui est à peu près contemporain. On reconnaît d'ailleurs la physionomie du pape, mais cette fois-là, on est dans un vraiment magnifique travail en 3 dimensions et un très beau travail aussi sur la couleur des pierres, puisque vous avez la tête en marbre qui se dégage du vêtement, le vêtement qui est dans en fait une sorte d'albâtre très jaune, avec donc un jeu de polychromie que le sculpteur a exploité. Et puis ce détail assez beau, sculpté, de la fermeture donc de la mosette sur la poitrine du pape. Enfin, derrière moi, c'est tout un programme politique. On retrouve quelques années plus tard le pape Paul III Farnèse, toujours représenté en vieillard, cette fois-là peut-être avec un peu plus de douceur, on peut discuter de cela. Mais ce qui est très important, c'est qu'il est représenté donc entouré de ses 2 petits-fils, car il annonce aussi qu'il a vraiment fondé une dynastie puissante, qui est la dynastie de la famille des Farnèse. Et à nouveau, Titien travaille donc au service de ce pape mécène pour construire en fait le discours politique de cette famille et met tout le talent de son pinceau au service de la famille des Farnèse. L'exposition est en partie construite autour de 2 objets d'art extraordinaires. Cette cassette, ce petit coffret qui appartenait donc aux Farnèse, la cassette Farnèse, et en face, on le verra tout à l'heure, un immense biscuit commandé par les Bourbons. Alors la cassette Farnèse compte parmi les objets insignes extrêmement précieux de la Renaissance, peut-être au même niveau que la célèbre Salière de Benvenuto Cellini. C'est une œuvre donc qui est en argent doré repoussé,
En lapis-lazuli, vous apercevez les plaques de lapis-lazuli et surtout avec des cristaux de roche gravés tout autour de la cassette. Donc il y a un effet de transparence aussi qui est voulu, qui est très beau, puisque la lumière peut traverser donc cette cassette farnèse. C'est un objet qu'on peut ouvrir, le couvercle peut s'ouvrir, et vous voyez sur le couvercle, en 3 dimensions, la figure de Hercule, qui est la figure un peu tutélaire de la famille farnèse, qui est donc ici, assis, se reposant avec sa massue à la main. Il y a des interrogations sur l'utilité de cet objet. Alors, incontestablement, il s'agit d'un objet de grand luxe, un objet d'apparat, un objet très précieux, non seulement de par ses matériaux, je vous ai parlé d'argent doré, de cristal de roche, de lapis-lazuli, mais aussi par la mise en œuvre de ces matériaux, la technicité des sculpteurs, des orfèvres, des graveurs sur gemmes qui ont donc créé cet objet. Il y a eu un moment, une hypothèse qui était que cet objet avait été donc commandé par Alexandre Farnèse, qu'on appelle souvent aussi le grand cardinal. Il y a eu l'hypothèse que Alexandre Farnèse l'avait commandé pour abriter les heures farnèses, c'est-à-dire le livre de prière des Farnèses. Ce livre de prière, il est évoqué derrière sur le tableau de Greco, qui représente donc le miniaturiste Giulio Clovio, qui a peint les heures farnèses. Ces heures farnèses sont aujourd'hui conservées à New York. Et vous voyez qu'il désigne de la main un livre précieux, ce sont ces fameuses heures farnèses. Aujourd'hui, on ne pense plus que les heures farnèses étaient abritées dans ce coffret. Un petit mot sur Greco, puisque ce très beau portrait donc, de Giulio Clovio, un homme âgé, qui était donc un des premiers protecteurs de Greco quand il est arrivé à Rome. Greco donc peint son ami et protecteur avec ce magnifique portrait, et c'est le début de Greco qui peint à la vénitienne, puis à l'italienne on va dire, avant donc de partir à Madrid. Il abandonne donc sa technique de peintre d'icônes, il devient vraiment un maître qui sait peindre à l'italienne, tout cela sous la protection des Farnèse, puisqu'à ce moment-là, à Rome, Greco habite dans le palais Farnèse. De l'autre côté, vous avez un portrait de Titien, du cardinal Alexandre, qu'on a déjà vu tout à l'heure debout avec son grand-père, et qui est là représenté à nouveau un très beau portrait de Titien, avec ce magnifique contraste du rideau vert et du costume rouge du cardinal. Une grande présence aussi de cet immense collectionneur et mécène qui, ici, veille donc sur la cassette qu'il avait commandée. Alors nous sommes devant un gigantesque biscuit, vous le voyez, il fait plus de 1,60 m de haut, donc un biscuit de porcelaine qui permet d'évoquer l'importance de la porcelaine à Capodimonte, mais aussi la richesse du mécénat des Bourbons pour cette collection. La porcelaine à Capodimonte commence quand le roi donc Charles de Bourbon installe donc son palais royal sur la colline de Capodimonte, et juste à côté de la Reggia, du palais royal, il fait construire une manufacture de porcelaine. Sa femme, la reine, est d'origine germanique, elle adore la porcelaine, elle connaît la porcelaine de Meissen, et donc il est possible dans le sud de l'Italie de trouver du kaolin, et donc le roi décide donc de fonder cette manufacture de porcelaine. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que quand le roi partira en Espagne en 1759, il fondera à son tour donc une manufacture de porcelaine en Espagne. Quand Charles de Bourbon donc part en Espagne pour monter sur le trône d'Espagne, c'est son fils Ferdinand de Bourbon qui prend la suite comme roi de Naples et qui à son tour fonde une manufacture de porcelaine. Cette œuvre-là vient donc de cette manufacture de Ferdinand. Elle date de 1785 et elle représente la chute des géants. Cet épisode où les géants sont chassés de l'Olympe par Jupiter. Vous voyez le dieu Jupiter qui chevauche son aigle et qui tient ses foudres pour faire tomber les géants qui dégringolent littéralement dans une sorte de cascade très théâtrale, dans un mélange de rochers et de corps nus qui dégringolent de l'Olympe. Cette iconographie, elle permet une grande virtuosité dans les différentes positions qu'ont adoptées les géants en pleine chute, un extraordinaire aussi
dynamisme qui s'inscrit donc dans cette redécouverte de l'esthétique baroque et qui permet un tour de force technique, puisqu'il faut se rappeler que cet ensemble est en biscuit de porcelaine. Cette œuvre spectaculaire permet vraiment d'évoquer ce mécénat des Bourbons et aussi l'importance de la porcelaine à Capodimonte. Il y a dans le palais de Capodimonte une magnifique salle de chinoiserie entièrement décorée de porcelaine et cette tradition donc des manufactures à Capodimonte puis à Naples qui se poursuit d'ailleurs, un goût vraiment pour la porcelaine et la céramique. Donc ce prêt était particulièrement important pour toutes ces raisons. Alors pour conclure cette visite, nous sommes devant une vue du site de Capodimonte, peinte par le peintre Dunuy en 1813 pour la reine Caroline Murat. Alors ça permet d'évoquer plusieurs choses importantes. D'abord, le site par lequel nous avons commencé d'ailleurs cette visite, l'extraordinaire site de Capodimonte. Vous apercevez en fait le palais de Capodimonte qui en 1813 est encore en travaux sur la gauche et derrière lui le Vésuve fumant et toute une vue sur la baie de Naples. On aperçoit aussi les jardins, et ça c'est important. La Reggia de Capodimonte est au cœur d'un vaste parc, et c'est vrai que ce parc aujourd'hui, c'est un des plus grands parcs urbains d'Europe, et ce parc aujourd'hui, c'est aussi un des grands attraits de Capodimonte. Les Napolitains montent à Capodimonte pour profiter du parc, qui est un parc botanique, qui a été entièrement restauré ces dernières années, et qui est vraiment un lieu de visite, un lieu pour voir la baie, un lieu pour prendre le frais, un lieu pour pique-niquer, pour faire du sport, etc. Il y a eu tout un programme de rénovation de ce parc qui en fait un lieu absolument remarquable et plein de poésie. On aperçoit aussi, et c'est assez beau, une statue près de l'Abreuvoir qui représente la sirène Parthénope. La sirène Parthénope, c'est une des plus anciennes figures de la mythologie autour de la ville de Naples. Et elle est là représentée. Alors ça permet d'évoquer aussi de manière plus générale cette ville de Naples que le Louvre va vraiment célébrer. On va vivre à l'heure napolitaine dans les mois qui viennent. L'exposition se tient jusqu'au 8 janvier. Nous aurons notamment à l'auditorium des conférences d'histoire de l'art. Nous présenterons aussi de la musique et du cinéma. Une importante programmation de cinéma construite par Isabella Rossellini et Paolo Sorrentino qui sera proposée donc au mois de novembre. Nous allons vraiment vivre à l'heure napolitaine et ce sera une vraie fête, Naples à Paris. Donc nous vous attendons nombreux dans les expositions, à l'auditorium et dans les événements aussi prévus dans les jardins.